Donc nous allons commencer avec les témoignages de la famille de Bernard d'Espagna lors des obsèques, le 6 août 2015 à l'église Saint-François-Xavier. J'avais pu être présent personnellement et donc j'ai pu présenter mes condoléances et mes hommages à certains membres de la famille et j'aimerais beaucoup remercier en notre nom à tous celles et ceux qui sont présents aujourd'hui. Et en particulier celles et ceux avec qui nous avons pu ensuite, mes collègues et moi, approfondir les contacts et discuter de la journée. Donc c'est son Excellence, Monsieur le Baron Philippe de Scoutet de Tervaran, beau-frère de Bernard d'Espagna, ancien ambassadeur du Royaume de Belgique à Madrid, puis auprès de l'Union européenne, professeur à l'Institut d'études européennes et président de la Fondation Inbal-Paillet-Latour et conseiller spécial auprès de la Commission européenne qui a accepté de présenter les témoignages de la famille. Je vous en prie, Excellence. Merci, Monsieur le Président. Je remercie d'abord l'Académie des sciences morales et politiques et le Collège de physique et de philosophie de l'organisation de cette journée d'hommage à Bernard d'Espagna et d'avoir invité un membre de sa famille à s'exprimer. Bernard d'Espagna n'avait ni frère ni sœur. Il me parlait de deux cousins assez éloignés. J'étais son beau-frère et, à la fin de sa vie, sans doute, le parent le plus proche de sa génération. Sa fille, ses gendres, ses petits-enfants m'ont demandé d'évoquer la mémoire d'un homme que vous respectez. Ce qui me frappait en parlant à Bernard d'Espagna, ce qui me frappe d'ailleurs encore aujourd'hui, c'est la diversité des univers qu'il fréquentait, l'étendue de ses horizons. Notre siècle forme et veut former des spécialistes, qu'il s'agisse de la science, du monde des affaires ou de la vie publique. Nous privilégions la connaissance approfondie d'un domaine circonscrit. Nous aimons que la vision soit concentrée. Bernard maîtrisait plusieurs domaines et sa vision était large. Comme vous le connaissez, il ne parlait jamais à la légère, mais on pouvait lui parler de beaucoup de choses. Et c'est de cela que je voudrais dire un mot. Il était fils de peintre, fils d'un peintre réputé au début du siècle dernier, ami de Renoir, bien connu de Claude Monet, sans pourtant qu'il soit tout à fait impressionniste, ami et très proche de Louis Valtan, sans pourtant être fauve. Georges d'Espagna refusait toute appellation d'école, sauf celle d'être un peintre de l'école française de peinture. Il faisait partie du monde artistique parisien, à l'époque où cette ville était la capitale culturelle du monde occidental. Il vivait de et pour sa peinture, une peinture pleine de joie, de fleurs et de fruits, de jardins, de jeunes femmes et d'enfants. Bernard d'Espagna a écrit un chapitre dans un livre consacré à son père, et malgré la différence d'âge, il y avait 50 ans entre le père et le fils, malgré cette différence d'âge, on sent une réelle complicité et l'influence durable de cette enfance dans un milieu artistique. Sa mère peignait aussi. Il parle bien sûr de la somptuosité colorée de la peinture de son père, mais il parle surtout de son intériorité, de son caractère intime,
de ce qu'il appelle la vie silencieuse des tableaux de son père. J'ai souvent parlé de peinture avec lui, simplement parce que parmi les univers qu'il fréquentait, c'était celui qui m'était le plus accessible. Il avait bien sûr une connaissance approfondie de la peinture française du siècle dernier, mais pas seulement celle-là. Georges d'Espagnac, son père, avait beaucoup étudié la peinture ancienne, les Vénitiens surtout, Delacroix et Goya, Rubens et Rembrandt. Bernard, il avait communiqué ce goût à son fils, et j'ai même découvert chez Bernard un jour un faible pour les surréalistes belges, Magritte en particulier. Le tableau célèbre qui représente une pipe et qui a pour titre « Ceci n'est pas une pipe » est un tableau qui lui faisait son enchantement. Paul Magritte, dans ce tableau, joue sur l'écart entre le réel et l'apparence du réel. Et ce jeu du peintre avait toute sa résonance dans la réflexion du physicien et du philosophe sur le réel voilé. Bernard aimait les résonances. Georges d'Espagnac fréquentait aussi Maurice Ravel et Igor Stravinsky. Paul Valéry, dont il a fait un très beau tableau. Paul Valéry était un véritable ami. Et donc, dans l'héritage paternel, Bernard a reçu aussi le goût de la musique, des lettres et de la poésie. La dernière fois que je l'ai vu, sur un lit d'hôpital, peu de jours avant son décès, il lisait Baudelaire. Je lui ai dit, tu essayes de retrouver les poèmes que tu aimais dans ta jeunesse. Il m'a répondu non, justement. J'essaye de trouver et de retenir ceux que je ne connaissais pas. Il croyait que la poésie ouvrait quelques possibilités d'accès à la réalité derrière les choses. Je pense deviner, dit-il, que les appels de l'être se transmettent par la poésie. Et il invoque le soutien de Baudelaire, de Verlaine, de Rilke et de Rimbaud. Ceux-là, pense-t-il, identifiaient le beau qu'ils exprimaient avec quelques formes transcendantes du réel. C'était cela sans doute qui faisait de Baudelaire, aux yeux de Bernard d'Espagnac, un grand métaphysicien de l'art, philosophe donc autant que poète. Nous partagions un goût qui est au demeurant fort répandu pour l'œuvre de Marcel Proust. Je lui avais signalé une phrase du narrateur dans Le Côté de Guermantes. Nous sentons dans un monde, nous pensons, nous nommons dans un autre. Nous pouvons, entre les deux, établir une concordance, mais non combler l'intervalle. Là aussi, Bernard trouvait quelques résonances. Ceux d'entre vous qui ne connaîtraient que les travaux du physicien et les réflexions du philosophe auraient tort de négliger le substrat artistique et littéraire qui a formé la pensée du savant. Avoir pour père un ami d'Auguste Renoir, de Maurice Ravel et de Paul Valéry n'est pas sans conséquence. Bernard pensait que l'art, la musique, la poésie ne sont pas confinés au seul agrément, qu'ils donnent des lueurs précieuses sur une part du réel
qu'elle ne nous laisse qu'entrevoir. Sur Bernard d'Espagnac comme physicien, collaborateur d'Enrico Fermi et de Niels Bohr, comme notre président le signalait, chercheur au CERN, où il était le voisin de John Bell, et professeur à Paris-Orsay, je n'ai rien d'utile à vous apprendre. Vous êtes mieux qualifié que moi pour en juger. Un mot, cependant, sur la qualité du pédagogue. Nous devons être nombreux à travers le monde, et pas seulement dans ma génération, à devoir le peu que nous avons appris et le peu que nous avons retenu de la physique quantique, sur les chats de Schrödinger et sur les inégalités de Bell. Nous devons cela, en tout cas je dois cela, aux publications de Bernard d'Espagnac. Il avait ce don d'expliquer en termes accessibles des choses par nature compliquées. Ce dont, Monsieur le Président, vous le signaliez tout à l'heure. Vous vous souvenez peut-être qu'il explique la non-séparabilité, qui est un concept difficile pour le commun des mortels, par l'exemple de nombreux couples de frères jumeaux, de vrais frères jumeaux, supposés avoir, par hypothèse, égalité de capacité intellectuelle et amenés à présenter des examens en grec, en latin et en chinois. Les développements qu'il tire de cet exemple restent longtemps dans la mémoire du lecteur non initié. Et c'est, bien sûr, bien servir la science que de la faire comprendre aussi à ceux qui ne la maîtrisent pas, ce qui est mon cas. C'est, me semble-t-il, autour de la cinquantaine que l'on a vu ce spécialiste de mécanique quantique aborder la philosophie. Ça pouvait surprendre. En tout cas, ça m'a surpris. À cette époque lointaine, il est venu passer quelques jours chez nous dans une maison de vacances au sud de l'Espagne. Et je le voyais sur la plage lire un volume de la Pléiade. Assez naturellement, je lui ai demandé ce qu'il lisait. C'est Spinoza qu'il m'a répondu. J'étais un peu interloqué. D'une part, on lit peu Spinoza sur les plages de la Costa del Sol. D'autre part, je ne comprenais pas bien pourquoi ce professeur de physique quantique lisait Spinoza. Pourtant, il expliquait dès cette époque que la philosophie l'avait toujours intéressé, qu'il l'avait découverte en lisant Henri Bergson, qui disait que c'était un philosophe qui savait écrire. Peut-être indiquait-il que d'autres philosophes ne savent pas écrire bien. C'est une réflexion que je lui laisse. Il avait en même temps toujours pensé que seule la maîtrise de la physique contemporaine, permettrait d'aborder avec quelque assurance la métaphysique. Ce sentiment n'était pas universellement partagé. Mais il a poursuivi dans cette voie et développé cette idée, notamment par le Collège de physique et de philosophie dont il fut le fondateur. Pour lui, la mécanique quantique posait d'elle-même des questions philosophiques. Et c'est bien ce qui nous amène ici aujourd'hui. Tous les physiciens ne se posent pas des questions philosophiques. Tous les philosophes n'ont
pas une bonne maîtrise de la mécanique quantique. Ni les uns ni les autres n'ont toujours l'arrière-plan artistique et littéraire que j'ai décrit il y a un instant et qui nourrissait sa pensée. Et c'est cette combinaison, rare sans doute, qui l'a conduit vers les deux institutions qui organisent ensemble cette journée d'hommage. Il m'est arrivé de penser à ces humanistes de la Renaissance florentine qui aspiraient à réfléchir, parler et écrire des omnire sibili, de toutes les choses qu'il est possible de connaître. Il y avait quelque chose de cela. Mais je dois reconnaître aussi que Bernard, dans sa modestie et sa rigueur, aurait détesté que je fasse cette réflexion. Un mot pour conclure sur la vie de famille. Une enfance assez solitaire ne le portait pas naturellement vers les grandes réunions. Il préférait avoir avec ses proches des échanges directs dans un cadre peu nombreux. Il y apportait de l'affection, de la curiosité, ce que sa pensée avait de toujours réfléchi et ce qui n'exclut pas des sentiments. Un de ses petits-fils dit « Il savait nous faire sentir à tous qu'on représentait beaucoup pour lui. » Une de ses petites filles, il était toujours intéressé par ce que je lui disais et par ce que je faisais. J'en garde le souvenir de quelqu'un de curieux qui cherchait à comprendre le pourquoi des choses. Aussi, dans le domaine familial, il voulait chercher à comprendre le pourquoi des choses. Certains d'entre vous savent peut-être que ma sœur a passé les 5 dernières de sa vie dans une chaise roulante. C'est une épreuve redoutable, affreuse pour celle ou celui qui l'a subie, dure aussi pour l'entourage. Je venais régulièrement de Bruxelles pour la voir, je lui téléphonais souvent. Je veux témoigner de la gentillesse, de la patience, de la constante et affectueuse attention avec laquelle Bernard a entouré son épouse jusqu'à la fin. Pendant ces 5 années, il n'a, à ma connaissance, jamais pris de vacances, même pas dans la maison du Quercy qu'il aimait bien. Je lui voyais peu de distractions, sauf, mes chers confrères, l'assistance hebdomadaire des séances de votre académie. Cet éminent intellectuel, ce grand savant, était aussi un homme bon. Je vous remercie. Merci beaucoup, Excellence, pour ce magnifique témoignage. Alors, nous devrions maintenant écouter Roland Ognès. Nous sommes vraiment navrés car les aléas d'une grève générale l'ont empêché de participer à cette journée de travail. Et le prive, comme il nous l'a écrit, de cette, je cite, dernière conversation avec Bernard. Roland Ognès avait organisé son voyage hier, déviant à Bellegarde, de Bellegarde à Paris, de Paris à Meudon, et se serait retrouvé dans un chaos de trains, de métro et de taxis. Et donc il a dû renoncer
mais il nous a envoyé un texte que je vais lire, et grâce à l'enregistrement de cette journée, il pourra quand même un petit peu y participer en différé. Mais auparavant, permettez-moi d'évoquer un souvenir personnel. J'aurais été particulièrement heureux de la présence de Roland Omnes, parce qu'il faisait partie, avec Jacques Prentke, des premiers membres du Centre de physique théorique du CERN, créé par Bernard en 1954, et qui a joué un rôle, enfin, au début de ma carrière scientifique. Je m'étais intéressé très tôt à la mécanique quantique dès mes classes préparatoires, au début des années 60. J'avais été marqué par un ouvrage complètement oublié de Jean Bariol, paru en 1952, qui avait reconstruit un traité de mécanique quantique durant son internement dans un camp de prisonniers pendant la guerre, à Polytechnique. Je me suis passionné pour la mécanique quantique, je suis de la promo 65. Cette passion s'est confirmée, et Bernard d'Espagna a été la première personne que j'ai contactée pour m'informer sur les possibilités de recherche dans ce domaine. Et je me souviens que, comme Hervé un peu plus tard, il m'a fort aimablement reçu, il m'a conseillé, et il m'a offert ensuite l'extraordinaire opportunité d'aller faire un stage d'1 mois au CERN dans l'équipe qu'il avait créée. Et juste après, j'ai appris la théorie des particules élémentaires dans le livre de référence de Roland Omnes, Introduction à l'étude des particules élémentaires. Et puis après, au cours de mes réflexions sur la philosophie des sciences, j'ai constamment recroisé Bernard et Roland, l'un plus orienté vers les fondements philosophiques, l'autre plus orienté vers les problèmes mathématiques de formalisation. Alors je rappelle que Roland Omnes est professeur émérite à l'Université Paris-Sud et qu'il en a été le président de 1978 à 1983. Il a publié de nombreux ouvrages, dont Interpretation of Quantum Mechanics, Understanding of Quantum Mechanics, Quantum Philosophy, tous trois édités par Princeton University Press. Plus récemment, en 2006 et 2008, il a publié 2 ouvrages chez Odile Jacob, et il travaille beaucoup depuis plusieurs années sur la compréhension de la décohérence. Alors je lis la lettre qu'il nous adresse, qu'il vous adresse. En hommage à Bernard d'Espagna, je voudrais tout d'abord dire mes grands regrets d'être absent aujourd'hui pour cet hommage à Bernard d'Espagna. Des circonstances extérieures en sont la cause. J'aurais été tout d'abord heureux de retrouver ou de rencontrer sa famille, à laquelle j'exprime ma sympathie profonde. Je rends aussi hommage à la mémoire de May d'Espagna, son épouse, dont le souvenir reste cher au cœur de ma femme et au mien. J'aurais aussi voulu saluer cette assemblée et les organisateurs de cette rencontre, en remerciant ceux-ci de leur initiative. À tous, je vous prie d'accepter mes excuses et mes regrets. J'envisageais de parler au fond du cœur, sans autre préparation que ce que j'avais dans le cœur et dans l'esprit, au fil des souvenirs et des pensées accumulées au cours du temps en présence d'un homme d'une valeur immense, dont le souvenir reste pour moi une source de joie et d'inspiration. Veuillez accepter que ce ne soit qu'au travers d'un texte où je vais essayer de mettre l'essentiel. Chez Bernard d'Espagna, je voudrais saluer tour à tour le physicien, le professeur, le philosophe et l'homme. Le physicien d'abord. C'est ainsi que je l'ai connu au CERN en 1956, où je venais découvrir la physique des particules. Il fut longtemps inséparable de Jacques Prentke, et beaucoup de beaux travaux portent leurs 2 signatures. On ne peut rendre hommage à l'un sans rappeler l'autre, et ils furent tous 2 de grands physiciens dont on doit garder mémoire. 2 hommes merveilleux aussi, auprès de qui j'ai beaucoup appris. 10 ans nous séparaient. C'était encore au temps où l'on n'apprenait pas la mécanique quantique ou la relativité, surtout pas la relativité générale, en dehors d'études tardives et spécialisées. Elles étaient encore comme 2 îles de mystère, attirantes, fascinantes, où l'on venait à pieds nus. Quant au domaine encore presque naissant des particules élémentaires, on ignorait à quel point ils pouvaient être vierges. Il serait difficile d'entrer dans le détail des contributions de Bernard d'Espagna à cette physique des particules. Elle a trop grandi depuis,
Elle est trop majestueuse et il faudrait remonter à ses enfances, expliquer comment et pourquoi on ne la comprenait pas, comment chaque année des découvertes expérimentales nouvelles ont multiplié les difficultés, quels problèmes lancinants y réapparaissaient partout sous de multiples formes. Les interactions électrofaibles, les quarks et les bosons de Higgs étaient encore très loin au-delà de tout horizon. En merveilleux de l'inconnu, Bernard y était à l'aise, passionné, passionnant, mais permettez-moi de ne pas m'étendre et n'en dire que ceci, il en fut un des acteurs et des serviteurs, reconnu par beaucoup et respecté aussi. Du professeur, je ne parlerai guère. Il était apprécié par ses étudiants de physique, mais ceux-ci attendaient de lui des choses à apprendre, alors qu'il voulait surtout leur donner des choses à comprendre. Il lui arrivait de me dire combien il était difficile de leur faire apprécier les mystères intérieurs à la mécanique quantique, sujet qu'il enseignait surtout. Nous nous étions en effet retrouvés collègues à la Sorbonne et au Centre d'Orsay, qui deviendrait une partie majeure de l'Université de Paris-Sud. Lui y était entré en 1959, et moi 7 ans plus tard, après avoir voyagé. Les fondements de la mécanique quantique le passionnaient de plus en plus, davantage encore que les avancées en physique des particules. Son premier livre majeur, Conception de la physique contemporaine, paru en 1965, portait en effet sur l'interprétation et sur les problèmes de la mesure. C'était le sujet majeur de conversation entre nous, mais j'y reviendrai. Il désirait en parler à qui recevrait ce message, et vers 1980, j'ai eu la chance de pouvoir l'aider. Il voulait s'adresser à des étudiants philosophes absents à Paris-Sud. J'avais alors quelques responsabilités administratives, et avec Madame Harweiler, alors présidente de l'université Paris 1, nous avons pu faire en sorte qu'il accomplisse ce désir et en fit profiter ceux qui l'écouteraient. Certains sont ici présents, ils savent combien cette transition fut favorable et nous ne pouvons que nous en réjouir. Quant à moi, veuillez me pardonner si je rappelle un service que j'ai pu rendre, mais cela fait chaud au cœur quand on en voit les fruits. J'en viens aux philosophes et en même temps à l'homme. Nos conversations et nos échanges furent innombrables, souvent quotidiens. La philosophie y tint bientôt la plus grande part. Nous partions là de bases semblables, un intérêt profond et une culture plus riche de lecture que de leçons reçues par la voix des maîtres. Je me rappelle qu'il m'apprenait au début à mieux comprendre Kant, et je crois l'avoir attiré vers Spinoza. Bizarres échanges de deux physiciens. Nous nous distancions du temps présent et regardions la connaissance de manière intemporelle, comme par les yeux des philosophes présocratiques ou ceux de Platon, d'Aristote, nous détachant du siècle, le 20e et puis le 21e, comme d'autant d'instants. Et puis lui-même est devenu peu à peu un maître écouté, laissant sa marque par d'autres livres essentiels, mais cela ne changeait rien entre nous. L'un de nos thèmes récurrents était évidemment la signification du monde quantique. Presque tous ceux qui sont présents dans cette salle connaissent l'importance de sa conception du réel voilé. Nous en avons beaucoup parlé ensemble, et j'en retiendrai ici l'essentiel, qui me semble être d'avoir porté le nœud du problème, moins sur la solution éventuelle du problème que sur ce qu'il révèle de la nature de la connaissance. En cela, il est profondément kantien et porteur d'avenir. Nous différions cependant. Permettez-moi de dire en quoi. Il avait le plus grand respect pour les idées des autres. Il admirait John Bell et a beaucoup médité sur ses travaux, auxquels il contribua à plusieurs reprises. Vis-à-vis d'autres conceptions, il montra toujours une sagesse, une politesse et une attention très grand siècle, comme pour les univers multiples d'Everett, ou l'idée d'une réalité microscopique chez David Bohm et ses successeurs. Cette ataraxie lui permettait de voir de haut. J'avais mes propres vues, ce qui contribuait peut-être chez lui à garder intérêt pour nos échanges. Il s'agissait d'une idée qu'Edmond Bauer m'avait dit, voilà longtemps, être privilégié par Dirac. Comme tant de problèmes dans l'histoire de la mécanique quantique, celui de la réduction du collapse de la fonction d'onde recevrait un jour sa réponse par une découverte venant de la théorie elle-même et des mathématiques.
Je crois à cette idée et travaille toujours sur elle. Bernard d'Espagna voulait bien s'y intéresser, par amitié peut-être, mais aussi pour un sens nouveau qu'elle donnerait au réel voilé. C'était un des thèmes dont nous nous entretenions lors des échanges écrits que nous avions ces dernières années, jusqu'à ce que sa disparition les cesse. De toutes ces années, je garde pour ma part une mémoire profonde, celle d'un accord qui peut réunir des hommes dans l'amitié, la contemplation du réel, le partage de son mystère, l'admiration et l'acceptation devant ce qui est, cela qui est en soi et par soi. Bernard d'Espagna a été un sage et un penseur profond. Que cette journée qui lui est consacrée soit riche et féconde, c'est le vœu que je forme en ce jour où je voudrais être avec vous. Roland Godnès, 11 juin 2016.